Quand Jeanne Berthaud mourut, à 30 ans, nous pensâmes tous que la carrière de Victor Berthaud était finie. Garçon travailleur, impérieux et l'un des meilleurs orateurs de sa génération, Victor, par beaucoup de traits, semblait fait pour réussir dans la vie politique. Mais ceux qui, comme moi-même, avaient été avec lui au lycée, au régiment, connaissaient trop bien ses faiblesses pour penser qu'il eût l'étoffe d'un homme d'État. Se faire élire député et donner la chambre par son bagou, de cela, certes, nous le savions capable. Nous ne pouvions l'imaginer dirigeant un ministère, collaborant avec des collègues, se faisant respecter par le pays. Ses erreurs n'étaient pas moins éclatantes que ses succès. Il aimait trop les femmes et avait en son pouvoir de séduction une si naïve confiance qu'il ne doutait pas assez des sentiments qu'il leur inspirait. Dans un débat, toujours sûr d'avoir raison, il se montrait incapable de tenir compte des arguments et des chances de l'adversaire. Enfin, il était sujet à des accès de colère au cours desquels la violence de ses propos dépassait celle de sa pensée. Ce qui, plus d'une fois, l'avait brouillé sans remède avec des hommes dont il avait besoin. Pour toutes ces raisons, je l'avais cru, malgré sa merveilleuse intelligence, destiné à l'échec, jusqu'au jour où, à ma grande surprise, il avait épousé Jeanne. Comment l'avait-il connue ? Je ne l'ai jamais su. L'étonnant n'était pas qu'il l'eût rencontrée, mais qu'il l'eût appréciée. À la vérité, je crois que bien avant lui, elle comprit ce qu'elle pouvait lui apporter et la force que représenterait leur couple. Sur quoi elle s'attacha à le conquérir, puis à le fixer, et dans cette double entreprise réussit. Elle était aussi différente de lui que possible. Aussi calme qu'il était brutal, aussi modéré qu'il était fanatique, aussi indulgente qu'il était sévère, aussi réservée qu'il était bavard. Beaucoup moins belle que d'autres femmes qu'il avait aimées, elle avait un charme indéniable qui tenait à sa fraîcheur, à un air de santé rustique, à la droiture de son regard et à la gaieté de son sourire. Elle était prodigieusement française. J'ai connu jadis un Américain qui souhaitait épouser une Française pour l'amour de l'Henriette des femmes savantes. Il aurait dû épouser Jeanne Berthaud, qui a incarné très exactement l'Henriette de Molière, avec sa saine et franche sensualité, sa simplicité, sa force. Que Berthaud fût capable de découvrir tant de vertus si bien cachées et surtout capable de s'y attacher de manière durable et passionnée, j'avoue que je ne l'aurais pas prévu. Mais j'aurais eu tort, car jamais un ménage ne fut plus constamment uni. Dès que Jeanne eut ferré, puis épousé son grand homme, ils ne se quittèrent plus. Elle travaillait avec lui, allait à la chambre chaque jour, le suivait dans la circonscription et très finement, sans qu'il en pût prendre ombrage, le conseillait. À la voir vivre et agir, j'ai compris pourquoi les femmes françaises ont attendu avec tant de patience leur droit de vote. En fait, Jeanne Berthaud disposait d'un siège au Parlement, et je commençais à penser que bientôt, elle entrerait dans un cabinet ministériel sous le nom de son époux. La situation de Berthaud, dans son parti, avait en effet été transformée par ce mariage. Les vieillards puissants, les personnages consulaires, ne disaient plus Berthaud, très intelligent et bon orateur, mais cerveau brûlé. Maintenant, quand on nommait Victor, il hochait la tête avec approbation. Berthaud, oui, un peu jeune, mais un de nos espoirs. Mûr pour un sous-secrétariat d'État. Le plus remarquable était que ce résultat avait été obtenu sans perdre les bonnes grâces de l'aile gauche du parti plus agressive. De temps à autre, un mouvement de rage amenait encore sur les lèvres de Berthaud quelque injuste et dangereuse invective contre un ami, mais aussitôt Jeanne intervenait pour obtenir un mot d'excuse, une main tendue, et tout s'arrangeait. Quant aux aventures amoureuses, les salons de Paris eux-mêmes n'en trouvaient plus trace dans la vie de Berthaud.
ou du moins, il n'était amoureux que d'une femme, la sienne. Amoureux comme un collégien, et qui ne rougissait pas de l'avouer. Tel était le grand succès et le charmant bonheur qui furent coupés net par la mort de Jeanne Berthaud. Je me souviens qu'en revenant du cimetière Montmartre avec Bertrand Schmitt, le romancier qui avait été l'un des meilleurs amis du ménage, je lui dis « Pauvre Victor, son désespoir semble encore plus pathétique que ne serait celui d'un autre. Il est à l'ordinaire si sûr de lui, si naturellement triomphant et tonitruant, que le voir ainsi effondré en larmes surprend et attendrit. » « Oui, dit Bernard. Elle l'avait rebâti de fond en comble. Elle le défendait contre lui-même. Privé d'elle, il va revenir à sa première nature qui n'est pas de tout repos. Je le vois assez bien tombant dans la débauche. Recours à l'abîme. Nous lui avons offert, Isabelle et moi, de venir se cacher à la campagne dans notre Périgord, mais elle en est encore à cette période où l'on refuse de quitter la maison qui a été celle du bonheur. Il faut attendre. Je m'abstins pendant quelques mois de troubler la douleur de Berthaud et me borner à lui écrire que si jamais il souhaitait revoir d'anciens amis, j'étais à sa disposition. Sa secrétaire me répondit par un mot courtois et vague. À la rentrée d'octobre, on le revit au Palais Bourbon. Il y fut accueilli avec les sympathies qui allaient tout naturellement à son deuil, mais ses collègues le trouvèrent bientôt aussi difficile à vivre que par le passé. Plus difficile même, car à ses colères se mêlait maintenant une glaciale amertume qui était chez lui nouvelle et pénible. Pour moi, je n'avais pas à me plaindre de lui. Nous dînions ensemble 1 ou 2 fois par mois. Il me traitait avec une amitié bourrue qui ne me déplaisait pas. Mais il ne parlait jamais de sa femme et affectait sur les questions sentimentales un cynisme qui me parut être une réaction de défense contre l'émotion. Vers la fin de décembre, le ministère tomba comme il arrivait alors 3 ou 4 fois par an. Et les journaux annoncèrent que Briand, chargé de former le nouveau cabinet, avait offert le ministère des Postes à Victor Berthaud, député de la Drôme. Un peu plus tard, la liste officielle des ministres fut publiée. Berthaud en était et j'allais le féliciter. Je le trouvais dans un de ses mauvais jours. « Oh, je t'en supplie, pas de phrases, me dit-il. Si tu savais ce que c'est, je n'ai encore pris part qu'à 2 réunions du Conseil et déjà, il est probable que je vais donner ma démission. Je me suis querellé très violemment avec les finances et les travaux publics. En outre, ce ministère des PTT est une pétaudière. Tout le monde y commande, sauf le ministère. Le syndicat des agents est tout puissant. Non, vraiment, ça ne mérite pas de compliments. » Pendant quelques jours, en ouvrant chaque matin le journal, je m'entendais à y trouver la démission de Berthaud. Elle ne vint pas. La semaine suivante, comme je sortais un jour de chez moi, je rencontrai Bernard Schmitt. Faisant route ensemble, tout naturellement, nous parlâmes de notre ami. « Vous avez su, dit Bernard Schmitt, sa curieuse aventure? Vous parlez de son portefeuille? » Pas exactement, dit Schmitt. Je parle de la lettre. Quelle lettre? Je ne connais pas cette histoire. Ah, ce serait un beau sujet de nouvelle, dit Schmitt, avec cette gourmandise heureuse de l'écrivain qui flaire un thème. Je ne sais si on vous a dit que Berthaud, à peine arrivé au pouvoir, avait fait des siennes, cassé quelques vitres et s'était rendu insupportable à ses collègues. Oui, dis-je, il me l'a lui-même avoué. Briand est indulgent, bon enfant, mais tout de même sa patience a des limites. Après une scène en plein Conseil des ministres où Berthaud avait dépassé les bornes à insulter le pauvre Chéron, le président allait demander à notre ami sa démission quand un coup de théâtre s'est produit. À la surprise de tous ses collègues, Victor, notre intransigeant Victor, s'est rendu spontanément au ministère des Finances pour y faire à Chéron une visite d'excuses, au cours de laquelle il s'est montré si caressant, si repentant et si franc que Chéron lui-même est allé plaider sa cause auprès de Briand. De sorte que tout s'est arrangé et que Victor reste au PTT. « Et comment ?» demandai-je. « Expliquez-vous ce revirement ?»
Il n'est guère dans la nature de Berthaud. Je n'ai aucun mérite à l'expliquer, dit Schmidt, car Victor m'a lui-même donné la clé de ce mystère. Et c'est là que commence l'aventure. Le lendemain de l'accrochage avec Chéron, comme il allait sortir de chez lui, sa secrétaire lui a remis une lettre qui portait la mention « personnelle » et qui venait d'arriver. Avec surprise, avec émotion, puis avec terreur, il a cru reconnaître l'écriture de Jeanne. Il a déchiré l'enveloppe, la lettre était de sa femme. À n'en pas douter. Il m'en a lu des passages. Naturellement, je ne la sais pas par cœur, mais c'est mon métier de romancier que de reconstituer de tels documents. En substance, Jeanne avait écrit « Mon chéri, tu vas être d'abord bien troublé en recevant une lettre de moi. Rassure-toi, ce n'est pas une lettre d'outre-tombe. Et ce message n'a rien d'infernal. » Avant de partir pour la clinique, me sentant très faible et ne sachant pas si l'opération réussirait, j'ai, comme il est naturel, surtout pensé à toi. J'ai essayé d'imaginer ce que tu deviendrais si je ne sortais pas vivante de cette épreuve. Je te connais bien, mon chéri, mieux que tu ne te connais toi-même, et j'ai un peu peur de toi, pour toi. Je suis loin de te valoir, chéri, mais j'étais à tes côtés comme un frein. C'est très utile, un frein, sur une voiture de course. Est-ce que je ne te manquerai pas un peu? Je ne puis m'empêcher de le croire, de l'espérer. Alors, je me suis dit qu'en somme, rien ne m'empêcherait de rester près de toi en esprit, et j'ai écrit pour toi cette lettre. Je vais la confier à un ami discret en lui demandant de ne te l'envoyer que si certains événements que je prévois arrivent réellement un jour. En ce cas, et si je ne me suis pas trompé, tu te trouveras ici les choses que je t'aurais dites si j'avais été présente. Puisqu'aujourd'hui la lettre est entre tes mains, c'est la preuve que mes petites prophéties ont été exactes. Étends-toi près de moi, chérie. Prends ma main. Mets ta tête sur mon épaule et écoute comme tu écoutais jadis. Vous inventez, Bertrand? Vous citez? Je fais de mon mieux pour citer, et si les mots sont peut-être différents, la pensée est bien celle de Jeanne Berthaud. Êtes-vous sûr, mon cher, que vous n'êtes pas vous-même l'ami discret? Ne dites jamais cela, je vous en prie, s'écria vivement Schmidt. Bref, Jeanne avait prévu pour son mari et les honneurs et les querelles. Elle lui conseillait générosité, modération et franchise. D'où la visite à Chéron. D'où en effet la visite d'excuse qui a été pour la pauvre femme un plein succès posthume. Quelle belle histoire, Bertrand! J'espère que vous l'écrirez. Je l'écrirai peut-être un jour. En ce moment, je n'en ai pas le droit. Quand je vis Berthaud la semaine suivante, il me confirma le récit de Bertrand Schmidt. Cet ange gardien, venant l'effleurer de son aile, l'avait à coup sûr beaucoup ému, et il me sembla que le dur cynisme dont il avait fait preuve depuis 1 an tendait à se dissiper. Je ne me trompais pas. Plusieurs de ses collègues me confirmèrent l'heureux effet produit sur notre ami par le message de la morte. Tout alla donc bien pour Berthaud pendant quelques mois. Il remettait de l'ordre dans l'administration des postes. Toute la France le louait. Son étoile montait. Puis le ministère brillant tomba. Comme il fallait bien s'y attendre, Berthaud alla prendre des vacances au Maroc sous prétexte d'un voyage d'études. Là, il s'amouracha de cette étrange personne, Dora Bergman, exploratrice et poétesse, qui voyageait parmi les tribus de l'Atlas, déguisée en goumier, et dont on parlait alors beaucoup. Que notre ami fût capable d'aimer de nouveau, d'oublier son chagrin et peut-être un jour de se remarier, nous étions prêts à nous en réjouir. Jamais nous n'avions souhaité pour cet homme jeune une impossible fidélité à une ombre. Pourtant, il faut dire que son choix nous inquiéta. Dora Bergman était belle à son étrange manière. Elle avait du talent. Ses vers ressemblent à ceux de Madame de Noailles, si l'on substitue des paysages africains à ceux de l'Île-de-France. Mais son passé, sa réputation,
n'inspirait aucune confiance. Elle avait eu des liaisons multiples et des tailles suspectes, toujours avec des officiers ou de hauts fonctionnaires coloniaux. Certains pensaient qu'elle était un agent étranger. C'était peut-être faux. Je n'ai là-dessus aucun renseignement sérieux. En tout cas, rien n'était mieux fait pour détruire le prestige et les chances d'avancement d'un homme politique qu'une intimité avec cette aventurière. Quand Berthaud revint à Paris, ramenant avec lui Dora Bergman, quelques-uns d'entre nous essayèrent de l'éclairer. Nous n'avions pas d'illusions sur l'effet de nos conseils. La règle est, hélas, sans exception. Qui met en garde un ami contre la femme qu'il aime, perd l'ami sans nuire à la femme. Victor accueillit nos objections avec fureur et il l'écarta successivement de sa vie. Bertrand Schmitt, moi-même, quelques autres. On commençait à parler à Paris, dans les milieux parlementaires, de sa liaison, et elle lui faisait le plus grand tort. Il ne reste, dis-je un soir à Bertrand, qu'un seul espoir. C'est que Jeanne ait prévu cet accident-là, comme le précédent, et qu'un jour arrive chez Berthaud un avertissement signé d'elle. Je crois qu'elle seule garde assez d'autorité sur Victor pour lui ouvrir les yeux. « Je suis convaincu, dit Bertrand, que l'avertissement viendra. » Bertrand, vous souriez? Vous savez quelque chose? Je vous assure que non, mais j'avais la plus haute estime pour les intuitions de Jeanne. Et il me paraît très naturel. Vous ne croyez tout de même pas qu'elle avait prévu jusqu'à cette Bergman? Non, bien sûr. Mais elle a pu, sans grand effort, deviner que Victor, demeurant seul et étant ce qu'il est, une femme d'un certain type, peu souhaitable, s'emparerait un jour de lui en flattant son orgueil. Elle a donc pu laisser une lettre destinée à lui être envoyée dans un cas comme celui-ci. La laisser à qui? À qui avait-elle confié la première? À un ami capable, sans doute, de mesurer l'urgence de l'intervention et de lancer l'attaque au moment le plus opportun. « Oh, romancier !» lui dis-je. « Que de romans vous construisez !» Les faits prouvèrent bientôt que le romancier avait vu juste. Nous ne sûmes pas tout de suite que Victor avait reçu une lettre de Jeanne. Mais nous le vîmes avec joie, un beau matin, partir brusquement pour sa circonscription. Il n'avait prévenu personne, laissait aucune explication. Il alla s'enterrer dans sa petite maison des champs de Montélimar. Dora Bergman l'y poursuivit. Il refusa de la voir. Elle s'obstina, tempêta, échoua, renonça. Les journaux annoncèrent qu'elle allait faire un nouveau voyage dans le Rio del Oro. Victor était sauvé. Quand il revint à Paris, j'allais sonner à sa porte. Il me reçut bien. « Oui, me dit-il en riant, oui, imbécile, tu avais raison une fois par hasard. Et comment sais-tu maintenant que j'avais raison alors qu'il y a 3 mois, tu m'as injurié quand j'ai voulu te crier casse-cou ?» Ce fut alors qu'il me raconta l'histoire de la seconde lettre d'Outre-Tombe. Il l'avait trouvée un matin dans son courrier. Jeanne lui conseillait, si quelque imprudente aventure amoureuse le mettait en réel danger, de s'éloigner le jour même où il recevrait cet avis. « Je te connais, mon chéri, disait-elle. Si tu restes, tu revois cette femme. Le point d'honneur jouera, et le désir, et l'orgueil. À distance, ton intelligence, qui, elle, est infaillible, reprendra le dessus. Soudain, tu verras en pleine lumière ce qui, de trop près, t'échappait. Donc, n'hésite pas, ne réfléchis pas, replie à l'instant cette lettre, mets-la dans ta poche, fais ta valise, prends le volant avant 1 heure, sans voir personne, et pars pour la Drôme. » Il avait obéi. « J'avais en la sagesse de ma femme tant de confiance, » me dit-il. J'aimais le ton de soumission de cet aveu. Sera-t-il ainsi toute sa vie protégé par cette morte? Pensai-je. Toute sa vie? Non. Et 2 ans plus tard, au moment où il hésitait à se remarier, Berthaud reçut une 3e lettre qui approuvait ce projet et détermina la décision. Jeanne en avait-elle laissé d'autres? Ou la première femme avait-elle, dans cette curieuse préfiguration de la vie de son mari, abdiqué par avance devant la seconde?
Nous ne le saurons jamais. Bertrand Schmitt raconte qu'en 1936, quand Berthaud, ministre, se trouva en présence d'un cas de conscience douloureux, il attendit avec espoir un conseil de son ange gardien. Bertrand le trouva, s'étatait, comme en prière, devant un portrait de Jeanne. Cette fois, le message d'outre-tombe ne vint pas. Berthaud prit la décision seul et se trompa. Ce fut la fin de sa vie politique. Mais dans sa retraite campagnarde, gouvernant son petit domaine de famille avec sa seconde femme qui lui donne chaque année un enfant, il ne semble pas malheureux. Et c'est peut-être en somme ce bonheur-là qu'avait souhaité pour lui sa conseillère posthume.